Et c'est parti pour notre petit suivi d'élevage hebdomadaire. Donc là, je vous montre, parce que je viens de nettoyer leur cage et de changer leur litière, les 2 dernières séries de Kaito qui ont respectivement 1 semaine et 2 semaines. La première série compte 11 Kaito, les plus grands, ceux qui ont 2 semaines, et la deuxième série compte 19 Kaito, donc les plus petits. Comme vous le voyez, on est encore plutôt servi au niveau des couleurs. Il y a vraiment un peu de tout et je trouve ça du coup vraiment intéressant de vous les montrer chaque semaine pour voir un peu leur évolution. Et d'ailleurs, même pour nous, c'est vraiment intéressant de pouvoir revenir en arrière et voir à quoi ils ressemblaient 1 ou 2 semaines auparavant. Et j'en profite de les avoir sous la main pour vous montrer quelque chose dont je vous ai parlé dans la vidéo sur la caille Isabelle. Si vous ne l'avez pas vu, je vous remets le lien en haut à droite de l'image. Il y a un moment où je vous expliquais qu'à l'apparition du plumage juvénile, les Kaito Isabelle peuvent sembler beaucoup plus blancs que dorés et que ça peut même faire penser au type Pearl Fay. Et que c'est seulement plus tard que le coloris jaune doré commence à apparaître. Au moment où j'ai enregistré cette vidéo sur la couleur Isabelle, je n'avais pas de Kaito au bon âge pour illustrer ça, et donc j'en profite pour vous montrer ici les petits Kaito Isabelle qu'on a, où vous voyez que la couleur de fond semble beaucoup plus claire, beaucoup plus blanche que sur le plumage adulte Isabelle. Alors cette vidéo va être un petit peu décousue puisqu'après vous avoir montré les 2 séries les plus jeunes, eh bien je passe à la série la plus âgée, celle qui a aujourd'hui 6 semaines. Il s'agit de 3 cailles de couleur tibétaine, donc une couleur qui n'est pas sexable par le plumage. Et comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo dont je vous remets le lien encore une fois en haut à droite de cette vidéo, quand on a des couleurs où il n'y a pas de dimorphisme sexuel, c'est-à-dire où on ne peut pas sexer les oiseaux grâce à leur plumage, eh bien on peut les sexer au cloaque une fois qu'ils atteignent la maturité sexuelle. Donc pour cette série, il est clair qu'ils ont atteint la maturité sexuelle puisqu'on a eu le premier œuf cette semaine à l'âge de 5 semaines et 2 jours pour l'une des femelles. Et après vérification, eh bien, le mâle produit bien la fameuse mousse qui permet d'identifier les mâles. Donc on a ici 2 femelles et un mâle. Alors auparavant, je pesais les Kaito plutôt à 8 semaines et j'ai décidé là de les peser à 6 semaines puisque 2 de ces Kaito vont partir ce week-end. Voilà, je les offre à quelqu'un, Roger, si tu passes par là. Donc du coup, je ne pourrais pas les peser à 8 semaines et c'est pourquoi j'ai décidé de les peser à 6 semaines. Et je ne sais pas si par la suite je vais garder cet âge de 6 semaines pour la peser ou si je les pèserai à 8 semaines parce que sur la série précédente, je les avais pesés à 8 semaines et toutes nos cailles faisaient entre 300 et 400 grammes, à part une seule exception, un petit mâle qui faisait lui 290 grammes et qui était le plus petit de la bande. Bon bah là bien sûr, on parle d'oiseaux qui ont quand même 2 semaines de moins, et même si visuellement on a l'impression qu'ils sont adultes, même s'ils sont effectivement à maturité sexuelle puisque le mâle produit de la mousse et que l'une des femelles a déjà commencé à pondre à l'âge de 5 semaines et 2 jours, et ben malgré tout ils vont encore continuer à prendre du poids pendant les 2 à 4 prochaines semaines, donc du coup le poids qu'ils ont aujourd'hui n'est pas forcément représentatif. En tout cas, je vais quand même vous donner les poids pour l'information. Les 2 femelles pèsent exactement le même poids, à savoir 239 grammes, et le petit mâle, lui, pèse 221 grammes, à 6 semaines donc. À savoir aussi que j'ai un mâle et une femelle sur cette série qui vont partir, puisque je les offre à un ami. Et le 3e Kaito, qui est une femelle, eh bien on ne va pas le garder non plus comme reproducteur, même si leur couleur à tous est très jolie. Ce sont de très jolies tibétaines. Eh bien la 3e femelle a une patte tordue. Voilà, donc c'est quelque chose qu'elle avait à la naissance, mais comme elle arrivait à se déplacer normalement et qu'elle arrivait à manger normalement, d'ailleurs la preuve, elle fait exactement le même poids que sa sœur à 6 semaines, et bien comme on ne sait pas si cette patte tordue c'est un problème d'origine génétique ou non, on préfère ne pas la garder comme reproductrice. Voilà, ça c'est encore quelque chose qui illustre ce dont on parlait dans la vidéo de la semaine dernière qui concerne la sélection, améliorer son élevage. Eh bien la santé c'est l'un des premiers critères de sélection chez nous, et donc tout problème de santé ou malformation, on l'écarte, on ne le garde pas comme reproducteur.
Voilà, donc maintenant vous voyez à l'image une série de 11 kaito qui a aujourd'hui 4 semaines. Donc comme vous le voyez, ils sont pratiquement entièrement emplumés. Sur cette série, on a quelque chose qu'on n'avait pas eu sur la série précédente, qui est ma préférée et que je vous montrerai tout à la fin. C'est qu'on a une panachure que certains appellent cailloutée, qui dans la littérature anglophone s'appelle pie progressif. C'est une panachure qui n'est pas visible sur le plumage juvénile et qui apparaît petit à petit lorsque le plumage juvénile cède la place au plumage définitif et qui va continuer de s'étendre au fur et à mesure que l'oiseau vieillit. Cette panachure, nous on l'a sur une femelle, je vous la montre juste ici en photo. C'est une femelle dont on n'arrivait pas du tout à décomposer en fait les couleurs qu'elle portait et en reproduction on s'est rendu compte qu'elle en porte plusieurs. En la reproduisant avec des mâles classiques, eh bien, on a réussi à décomposer les couleurs qu'elle portait et donc on sait aujourd'hui qu'elle est à la fois Rosetta, bien que ça ne se voit pas du tout quand on regarde l'oiseau, bleu, bon bah ça se voit par contre, fée homozygote en plus a priori, et également porteuse donc de la panachure pie progressif et de la panachure pie à ailes blanches. Tout ça pour vous dire que quand on veut décomposer la couleur qui est portée par un oiseau qui peut avoir une à plusieurs mutations combinées qui finissent par rendre l'identification des couleurs très compliquée, eh bien on peut réussir à le faire grâce à la reproduction. Moi je vous avoue que je suis passée par beaucoup de spéculations et beaucoup d'hypothèses concernant cette femelle et s'il n'y avait pas eu la reproduction, j'aurais jamais pu deviner de quelle couleur elle était porteuse. Et on passe maintenant à la série suivante, donc cette série-là a 3 semaines. Je rappelle donc qu'on a fait plusieurs petites séries toutes les semaines pendant plus de 2 mois là, donc on a plusieurs séries qui sont toutes espacées d'une semaine. Là encore, on a à peu près les mêmes couleurs qui sont sorties que sur la série précédente. C'est-à-dire qu'on a du tibétain, du rosetta, du fée, du bleu, du roux et parfois des combinaisons de ces couleurs-là avec ou sans panachure. Alors nous, dans notre sélection sur les couleurs, on a l'intention d'enlever la panachure, non pas parce qu'on trouve pas ça joli, ça c'est une question de goût, ça se discute pas, mais surtout parce que la panachure complique encore l'identification des oiseaux et la décomposition des couleurs. Faut savoir que certaines panachures, même si c'est pas forcément mentionné dans la littérature, elles altèrent un peu la couleur de fond de l'oiseau, c'est-à-dire que même les parties colorées apparentes ne ressemblent pas forcément à ce qu'elles devraient ressembler en l'absence de panachure. Donc pour nous c'est vraiment un point qui complique les choses et on préfère écarter pour l'instant la panachure de nos reproducteurs, quitte à peut-être y revenir plus tard, ça on sait pas encore, mais en tout cas voilà tous les oiseaux ici qui ont une forme de panachure, c'est-à-dire qui ont du blanc apparent, ils seront écartés de la reproduction. Et on en arrive maintenant à ma série préférée, celle qui a aujourd'hui 5 semaines. C'est là que je me suis rendu compte que bien qu'on ait des reproducteurs qui mélangent dans leur patrimoine génétique plusieurs mutations, eh bien en fait on arrive quand même à décomposer tout ça et à obtenir des couleurs relativement propres. Donc ici vous voyez plusieurs cailles qui sont clairement porteuses du gène roux, et je dis bien porteuses puisque ce sont toutes des femelles. Il y a d'ailleurs une raison à ça que je vous expliquerai quand je vous ferai la vidéo sur le gène roux. On a une femelle roux sur base classique, ce qu'on appelle égyptien. On a une femelle roux sur base Rosetta, ce qu'on appelle Scarlett, et une femelle roux sur base tibétaine, couleur qu'on appelle Range. Et parmi les autres cailles de cette série, on a plusieurs Rosetta et une seule tibétaine, qui est d'ailleurs un mâle, puisque je l'ai entendu chanter, j'ai même pas eu besoin de le sexer. Et parmi ces Rosetta, si vous regardez bien, eh bien vous vous rendrez compte qu'on en a qui sont colorés, alors qu'on en a d'autres qui semblent noirs et blancs. Et ben ça c'est tout simplement parce que ceux qui sont noirs et blancs sont porteurs du gène fée. Le gène fée supprime les tons brun, roux, et ce qui donne l'apparence d'un oiseau complètement monochrome dans les tons noir, blanc, gris. Voilà, donc moi sur cette série, je suis assez fan, je trouve vraiment qu'on a obtenu de très belles choses. Je suis particulièrement intéressée par les 3 femelles qui sont porteuses du gène roux.
mais également par les 2 individus qu'on n'a pas encore sexés, qui sont clairement Rosetta et Fée, donc une combinaison de mutations qu'on appelle gros Fée chez les anglo-saxons et les allemands. Là, il y a vraiment des très belles choses et toutes les femelles de ce groupe-là vont rejoindre notre groupe de reproducteurs. En revanche, sur aucun de tous ces groupes, on ne va conserver de mâles. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est grâce à cette série en fait qu'on s'est rendu compte qu'on avait le gène roux chez certains de nos mâles, en tout cas un confirmé, peut-être même un deuxième, ce qui veut dire que parmi les mâles qui sont nés dans toutes ces séries de Kaito, eh bien ils sont peut-être porteurs de roux ou pas. Donc là il y a 2 solutions pour le savoir, soit on les teste tous un par un en reproduction, ce qui va prendre un temps fou, soit on choisit de ne pas les conserver comme reproducteurs et on continue de travailler avec nos propres mâles reproducteurs, ceux dont on connaît maintenant le patrimoine génétique, que ce soit leur phénotype évidemment, c'est-à-dire ce qu'on voit, mais également leur génotype, c'est-à-dire les gènes qu'ils portent. Et là, nous, c'est le choix qu'on a fait. Donc, on ne gardera pas de mâles sur aucune des séries de Kaito que vous avez vues aujourd'hui. En tout cas, pas de mâles pour la reproduction. En plus de ça, nos mâles reproducteurs actuels, ils sont relativement jeunes. Ils ont tous moins d'1 an, sauf un qui a 1 an. Certains ont même moins de 6 mois. Donc en fait, on n'a pas du tout l'intention de les renouveler tout de suite. Et on va continuer à travailler avec eux pour l'instant. Par contre, au niveau des femelles, on a eu de très belles choses. Notamment des choses beaucoup plus intéressantes dans cette F1, c'est pas vraiment une F1 puisque ça fait 5 ans qu'on a des cailles et 5 ans qu'on reproduit des cailles, mais en tout cas c'est notre F1 depuis qu'on a décidé de notre ligne de sélection, et certaines de ces femelles vont donc venir remplacer une partie de nos femelles reproductrices actuelles parce qu'elles nous intéressent plus pour ce qu'on a envie de sélectionner. Alors pour l'instant je peux pas vous en dire plus sur les poids puisqu'on les a pas encore pesés. Mais cette série-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a 5 semaines. Donc la semaine prochaine, on va les peser à 6 semaines. Et puis je pense qu'on fera une deuxième pesée à l'âge de 8 semaines. Parce que ça aussi, je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, mais on sélectionne aussi sur le poids. Alors pour l'instant, c'est pas le point sur lequel on est le plus exigeant. C'est-à-dire qu'on n'a pas fixé la barre trop haute au niveau du poids. On se contente de garder les femelles qui font de préférence entre 350 et 400 grammes et les mâles qui font entre 300 et 350 grammes comme reproducteurs. Donc on n'est pas sur une souche très lourde, mais on essaye de faire attention à ça parce que c'est important pour nous aussi de sélectionner sur le poids. Et puis même si ça fait pas partie du suivi d'élevage et que c'est peut-être un petit peu hors sujet, je voulais quand même vous le dire, sur la ponte, quand on va reprendre les incubations, là pour l'instant on n'en fait plus, on laisse grandir tout ça, d'autant plus qu'on a des choses déjà en couveuse, enfin bref, je vous en parlerai dans des prochaines vidéos. En tout cas, quand on reprendra l'incubation à partir de nos propres œufs, on ne mettra en couveuse que les œufs qui font entre 12 et 16 grammes. Alors par chance, c'est vraiment la majorité des œufs que pondent nos cailles. En général, on est dans cette fourchette de 12 à 16 grammes. Mais ça aussi, la taille des œufs, c'est quand même important pour nous. Donc on sélectionne aussi là-dessus. Et je voulais terminer là-dessus puisque j'ai vu passer cette semaine une vidéo dans laquelle l'auteur disait « On ne peut pas tout sélectionner en même temps. Vous ne pouvez pas à la fois faire de la couleur et sélectionner sur le poids et sélectionner sur la ponte et sélectionner sur la santé et sélectionner sur le caractère. » Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que si on peut sélectionner sur tout, il suffit de se fixer vraiment des critères de sélection rigoureux et de faire naître suffisamment d'oiseaux pour pouvoir se permettre d'avoir le choix. Mais on peut sélectionner sur tout, c'est tout à fait faisable. Et donc après, bien sûr, certains vont choisir de le faire ou de ne pas le faire en fonction de ce qui est important pour eux. Par exemple, quelqu'un qui élève des cailles pour la production de viande, ce qui va l'intéresser le plus, c'est le poids. Quelqu'un qui élève des cailles pour la production d'œufs, ce qui va l'intéresser le plus, c'est la ponte et la taille des œufs. Bon, ben nous, tout nous intéresse. On fait de la caille pour produire notre alimentation, mais également par passion et parce qu'on aime ces oiseaux et parce qu'on a envie de sélectionner des belles couleurs ornementales, et donc on sélectionne sur tout ça à la fois et c'est pas du tout un problème. Simplement ça implique de devoir faire naître beaucoup d'oiseaux par génération pour être sûr que la génération suivante est toujours meilleure que la précédente sur nos critères de sélection tout simplement. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que ça m'intéresse, quels sont vos critères de sélection à vous, quels sont les critères qui vous paraissent le plus importants, et si vous pensez vous aussi qu'on peut tout sélectionner à la fois, à condition d'avoir des critères rigoureux et de faire naître évidemment suffisamment d'oiseaux pour pouvoir se permettre de choisir les meilleurs d'entre eux.
J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie de l'avoir regardée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit pouce qui fait plaisir et éventuellement à la partager. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.